Bien, bonjour. Merci à Yann d'avoir voulu organiser ce colloque. On aurait dû y travailler ensemble et à vrai dire, c'est quand même lui qui a été le principal organisateur, donc merci à lui. Le titre de ma communication, c'est Nouvelle-Calédonie 2018, la société inachevée. Pour l'introduire, j'évoquerai une discussion qui a eu lieu il y a quelques jours, en vérité jeudi dernier, lors du dernier séminaire de l'équipe TROCA, qui est l'équipe qui organise le présent colloque. Et au cours de ce séminaire, Serge Cherkezov, qui est à ma gauche, s'interrogeait sur ce que pourrait être l'apport spécifique de l'anthropologie, qu'on la qualifie de sociale ou culturelle, importe peu ici, à la compréhension de réalités historiques aussi complexes et mouvantes que celles qu'on observe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. D'une certaine manière, ma communication d'aujourd'hui va pouvoir être entendue un peu comme un début de réponse à cette question. Et je résumerai ce début de réponse avant de le développer en disant que l'apport de l'anthropologie reste aujourd'hui comme hier le même, c'est celui d'élucider effectivement la diversité du fait social, du fait culturel, essayer de comprendre ce qui fait lien entre les hommes, en sachant que ce lien social, dont l'existence a été maintes fois explorée par l'anthropologie dans de nombreuses situations en Océanie, peut se révéler tout autant dans son caractère problématique que dans la cohésion ou l'équilibre, dans la désunion que l'union, dans le désordre que dans l'ordre, dans ses ratés que dans ses développements, dans le changement que dans la permanence, dans la déréliction que dans les difficultés à se construire ou à simplement apparaître, à se manifester, à se formuler. Donc cette orientation s'impose, me semble-t-il, aujourd'hui. L'orientation dominante en anthropologie en Nouvelle-Calédonie a surtout mis jusqu'à maintenant l'accent sur l'affirmation culturelle et politique kanak, sur la situation coloniale dans laquelle elle s'inscrit et sur les méandres et atermoiements du processus de décolonisation qui est amorcé depuis maintenant un peu plus d'une trentaine d'années. Alors, sans remettre en cause la légitimité scientifique de cette orientation, ni chercher à sous-estimer le rôle moteur que joue la dynamique kanak dans la Nouvelle-Calédonie contemporaine, on en reparlera sans doute cet après-midi avec John Passa, il me semble possible et même souhaitable d'élargir la perspective et de revenir à un questionnement plus classique, donc, sur ce que c'est que le lien social, ce que c'est que la société calédonienne comme un tout. Est-ce que c'est possible, d'ailleurs, de la penser comme un tout? Par question du lien social, j'entends bien entendu ici le lien entre les différentes composantes socio-culturelles de ce pays et plus précisément leur caractère justement problématique laquelle se manifeste très clairement, Caroline l'a dit, à travers la consultation référendaire du 4 novembre dernier, où tout d'un coup ce lien social, cette idée même de communauté de destin qui était au cœur, ou qui semblait en tout cas au cœur des accords politiques de Matignon-Oudinot puis de l'accord de Nouméa, se révèle tout d'un coup incertaine. Peut-on construire quelque chose qui ressemble à une société en Nouvelle-Calédonie? Ou si on veut le formuler, est-ce qu'il faut dire avec Emmanuel Tjibaou, comme il l'a dit le 9 novembre dernier sur NC Première, que la société calédonienne n'existe que par défaut, parce que les différentes communautés en fait qui vivent ici sont sur une même île, auquel cas la communauté de destin sera un artifice à la fois historique et idéologique, ou est-ce qu'au contraire cette société existe? Ce que je crois, simplement je crois qu'elle existe sous un jour un peu paradoxal et contradictoire. Elle existe à travers l'insistance qu'elle met à maintenir une sorte de structure conflictuelle. Cette insistance à travers l'histoire à maintenir une structure conflictuelle fait qu'elle n'est pas une réalité artificielle, mais ce que j'ai appelé une société inachevée, comme paralysée par sa propre audace à exister, comme si elle ne pouvait pas exister, restant suspendue entre une colonisation qui ne cesse d'agoniser et une décolonisation promise régulièrement, mais aussi régulièrement ajournée.
Alors, de ce point de vue, ma communication se situera, bien entendu, dans le sillage des premières réflexions qu'on avait amorcées l'année dernière. Gaël Gallec, ce matin, a parlé du colloque sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Avec John Passa, nous avions posé la question de savoir si la Nouvelle-Calédonie était une société multiculturelle. Et la réponse avait été que si elle était multiculturelle d'un point de vue statistique, quand on regarde la composition, difficile de dire qu'elle n'est pas multiculturelle, mais en tout cas qu'elle l'était certainement pas du point de vue de sa structuration. Si on définit une société multiculturelle ou mieux de pluriculturelle, une société qui se définit dans une valorisation assumée de la diversité des identités sociales et culturelles qui la composent, qui s'organise selon des principes sociopolitiques s'appuyant sur cette diversité, qui se construit consciemment dans son respect en même temps que dans une recherche concertée d'interculturalité. Et à partir de cette idée-là, j'avais personnellement émis de dire que plutôt que de multiculturel, il était préférable de traiter la Nouvelle-Calédonie comme ce qu'on pourrait appeler une société plurielle, une société fragmentée ou une société composite. Ces termes-là ne sont pas les miens, ce sont des termes qui sont empruntés à l'anthropologie déjà ancienne. On parle de compound society en anglais, de composite society. Compound society, c'est Robert Redfield en 1955. Une société composite, c'est Radcliffe Brown qui parle déjà de ça en 1952. Et on parle aussi de plural society, et là c'est plus ancien. C'est Monsieur Fournival qui, à propos de l'Asie du Sud-Est, mettait en évidence l'existence de ce type de société. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vais faire vite pour essayer de pas répéter purement et simplement ce que j'avais déjà dit la fois dernière. Les caractéristiques principales de cette société, c'est d'abord une société qui se présente comme profondément hétérogène, c'est-à-dire comme une mosaïque, un mélange de peuples et de langues, et là c'est son premier trait distinctif, mais où chaque groupe, chaque langue conserve, je dirais, sa spécificité, entretient sa propre spécificité, chaque communauté entretient ses propres idées et valeurs et ses manières d'être et de faire. Chaque groupe possède ses propres espaces, tant dans les villes où les quartiers sont souvent qualifiés en fonction de la communauté culturelle qui est numériquement dominante dans ces quartiers, et en dehors des villes, en Nouvelle-Calédonie, on dirait dans la brousse, où chaque communauté culturelle possède ses implantations spécifiques bien distinctes de celles des autres. Le mélange des communautés ici ne signifie pas amalgame, incorporation, fusion, mais plutôt coexistence, cohabitation. Nous sommes dans une société de cohabitation. John Passa, d'ailleurs, dans sa propre intervention, avait souligné cette idée de cohabiter. Donc, nous sommes dans une société où on cohabite et où le seul lien organique, en vérité, est représenté, en tout cas pour la Nouvelle-Calédonie, par l'État colonial, l'État national français. Et dans une telle société, bien entendu, les gens se rencontrent, les gens peuvent même travailler ensemble. Et c'est vrai qu'il y a des rencontres nombreuses dans le cadre, je dirais, de l'économie de marché. Mais les individus, s'ils se croisent pacifiquement dans les espaces économiques et dans les espaces publics, en vérité, ne font que de se côtoyer dans cette logique-là. Donc, tout ça fait montre que ici, ça ne fait pas société. La société n'existe que par l'imposition d'un lien qui est extérieur à la société elle-même et qui est en fait hérité de la colonisation. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien entendu, c'est les inégalités socio-économiques à l'intérieur de cet univers-là. Dans les sociétés composites ou plurielles, il y a une inégalité très forte entre les différentes classes sociales. Mais surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est que la stratification des classes sociales tente à recouper le découpage des communautés. En fait, ces classes sociales, stratification sociale, découpage communautaire se recouvrent largement, tentent à coïncider. Et vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'au bas de l'échelle, on trouve généralement les communautés culturelles autochtones et que, bien entendu, au plus haut, les populations issues de la colonisation.
Cette inégalité socio-économique demande à être un peu précisée par le fait que pour les communautés qui sont au bas de cette échelle-là, existe une véritable déterritorialisation de ces sociétés. Alors pour la Nouvelle-Calédonie, c'est assez facile à comprendre puisqu'il y a eu des spoliations foncières et des déplacements de population massifs. Il y a eu donc une détériorisation, mais même s'il n'y avait pas ce déplacement massif, le seul fait qu'il y ait une communauté qui soit dominante idéologiquement, qui n'est pas la communauté autochtone, tend à petit donner le sentiment qu'on est marginal chez soi et qu'on se retrouve d'une certaine manière comme des espèces d'émigrés de l'intérieur. Et c'est un sentiment, bien entendu, qui est vécu de façon extrêmement humiliante. Et déterritorialisation qui est d'ailleurs double en le cas de la Nouvelle-Calédonie, puisque à la fois les gens ont été sortis de leur réserve et d'une certaine manière ont été amenés à vivre dans une société où le lien social était construit de l'extérieur, mais elles ont été sorties aussi du fait de la langue française, de l'univers océanien dans lequel elles étaient. On a coupé d'une certaine manière la Nouvelle-Calédonie de l'ensemble du reste du Pacifique et de cette mer, de cet océan d'îles dont parlait Epelia Ofa, cité ce matin par Alexander Moyal. Alors bien entendu, la domination politique dans cette affaire-là et économique est européenne majoritairement, et la société dite plurielle, composite, fragmentaire est une nouvelle structure politique et économique dans laquelle les Européens, bien qu'en nombre plus restreint que les populations autochtones, voire que les populations océaniennes, exercent en vérité le pouvoir en dernière instance. Une influence, donc, sans commune mesure avec leur poids démographique. Le modèle donc social est un modèle européen. L'unité de la société repose sur le seul appareil institutionnel d'État, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bien entendu, cette domination n'est pas qu'économique et politique, elle est aussi une domination idéologique et culturelle. Je ne vais pas ici évoquer tous les travaux qui ont été faits sur l'école en Nouvelle-Calédonie et qui montrent à quel point cette école et son modèle sont totalement exogènes dans la structuration de la société calédonienne. Autre trait important, bien entendu, du fait même de cet éclatement, du fait même des dominations et des divisions, la culture devient une ressource et un enjeu absolument fondamental à l'intérieur de ces sociétés. Par culture, j'entends ici pas simplement l'ensemble de ce qu'on appelle traditionnellement les institutions, les arts, etc., mais la culture comme manière de faire société. La domination idéologique, culturelle, politique, économique européenne va créer une tension à l'intérieur de la société, tension que John Passa a extrêmement bien résumé un jour en disant c'est la tension de l'ancrage et de l'appartenance. L'ancrage, c'est la référence, la culture, comme étant une ressource essentielle parce que c'est l'héritage, celle qui fait que la culture est ancrée dans son pays et qu'elle peut encore y trouver une ressource pour exister et maintenir sa propre dignité. L'appartenance, au contraire, c'est une sorte de dérive qui fait qu'on ne se définit plus en vérité par rapport à son propre héritage, mais qu'on va se définir par opposition aux autres communautés et définir son identité de manière beaucoup plus conflictuelle. Il y a un risque donc de dérive de l'appartenance plutôt que de l'ancrage. Et ce risque, bien entendu, se nourrit de l'ambivalence qu'on a vis-à-vis du modèle dominant, parce qu'à travers ça, on intériorise, bien entendu, l'infériorité que les autres vous attribuent, et par ailleurs, on crée une compétition, effectivement, entre les communautés à l'intérieur du pays, une compétition entre communautés autochtones et les autres, entre communautés dominantes et communautés dominées, qui fait que nous sommes dans une société de tension. Cette tension, en Nouvelle-Calédonie, elle s'est avérée beaucoup plus forte que dans d'autres sociétés pour une raison très simple que j'exprimais déjà dans la contribution en 2017, c'est que la Nouvelle-Calédonie a connu une première décolonisation dans les années postérieures à la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1945, avec l'Union française, l'idée de décoloniser la Nouvelle-Calédonie se fait jour. Vous savez qu'à partir
des propositions de l'Union française, il y avait 3 choix qui étaient possibles, celui de la départementalisation, celui de l'indépendance et celui de l'autonomie. Et en Nouvelle-Calédonie, le choix va se faire d'une décolonisation à l'intérieur, d'une certaine manière, de l'orbite française, à travers une autonomie de plus en plus accrue, autonomie qui va se trouver, je dirais, confirmée au moment de la loi cadre au milieu des années 50. Donc, cette décolonisation qui était en train de se mettre en place, bien entendu, il y a eu des critiques, elles sont nombreuses, de la manière dont effectivement a été gérée cette autonomie, mais il me semble personnellement que, pour reprendre la problématique du lien social, ce lien social était en train de se construire à cette époque-là, le lien entre les différentes communautés. Et qu'à partir du moment où, au début des années 60, la France va unilatéralement reprendre la main en cassant l'autonomie du pays, d'une part, et d'autre part, en facilitant une immigration massive avec le but totalement conscient de noyer la population autochtone et plus globalement les populations océaniennes pour qu'elles évitent, en tout cas c'était la pensée à l'époque, d'avoir des velléités indépendantistes, des velléités d'indépendance nationale. À partir de ce moment-là, s'est créé un conflit fondamental à l'intérieur de la société, conflit qui est double. Il a une dimension politique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la Nouvelle-Calédonie était noyée sous l'émigration, et à partir du moment où on essayait de remettre en cause unilatéralement le contrat social qui était en train de se faire, on a rendu extrêmement difficile toute solution démocratique et pour longtemps du problème calédonien. Mais c'est aussi d'un point de vue social et plus sociologique, si vous voulez, qu'il y a eu un véritable problème, parce que c'est que à sortir de ce moment-là, une sorte de structure antagoniste qui s'est mise en place entre la population autochtone qui, loin de se soumettre, a commencé donc à formuler, puisqu'il n'y a pas de décolonisation possible dans la France, le projet indépendantiste, la revendication pour mettre fin à ce qui était ressenti comme une injustice fondamentale faite au monde kanak. Et à la différence peut-être de Kaolin, je pense que le monde kanak a une unité, même s'il est dans la diversité. Donc on pourra reparler de ça, ne serait-ce que par le vécu de la colonisation, mais même déjà avant. Et d'autre part, a rendu les choses aussi difficiles parce que le contrat social étant cassé, il a été remplacé par une sorte, ce que j'avais appelé d'imaginaire de l'adversité, où les communautés ne se définissaient plus d'une certaine manière que dans leur opposition, dans leurs différences et leurs antagonismes. À partir de là, bien entendu, on savait que la tension ne pouvait que finir par aboutir à un moment donné, et je ne vais pas refaire ici l'histoire des événements, enfin de ce qu'on appelle les événements de 1984 et 1988, mais la Nouvelle-Calédonie a commencé à accoucher d'une solution politique qu'on a appelée les accords de Matignon-Oudinot, puis dans le prolongement des accords de Matignon-Oudinot, l'accord de Nouméa. Le problème fondamental, c'est que le vécu de cet accord a continué à emprunter, je dirais, à procéder de la structuration antagoniste de la société calédonienne. En effet, on a là quelque chose sur lequel j'aimerais discuter avec vous, qui est le fait que les événements historiques, ce qu'on appelle les faits historiques, sont généralement plus grands que les acteurs qui président à l'émergence de ces faits historiques. Que les accords politiques sont plus grands que leurs signataires. Non pas parce que ces signataires manqueraient de dignité, mais parce que d'une certaine manière, les faits sociaux, le sens profond des faits sociaux ne se révèle que par les implications, les conséquences dans la durée
de leur existence. Ces accords politiques sont d'une certaine manière pas encore un véritable contrat social, mais elles sont déjà un accord, sauf que cet accord, dans un premier temps, on va dire, a été vécu comme une sorte d'accord sur les désaccords, plus que comme une véritable recherche d'union. C'est toujours à travers l'existence des deux imaginaires communautaires et politiques de l'adversité que ces accords ont continué à être vécus. Et la preuve, d'une certaine manière, nous en est donnée aujourd'hui par les résultats de la consultation référendaire du 4 novembre. On a parlé de vote identitaire tout à l'heure, j'ai lu aussi parler de vote ethnique, et je pense que, d'une certaine manière, on manque l'essentiel en faisant les choses comme ça, en voyant les choses comme ça. On a une vision encore floue, on n'a pas mesuré, en vérité, à travers le résultat, ce sont là, les véritables implications de ce qu'était l'accord de Nouméa, qui est en train de venir travailler la Nouvelle-Calédonie à un degré que les acteurs sociaux de Nouvelle-Calédonie n'ont pas encore saisi. D'une certaine manière, ils n'ont pas encore pris conscience du processus dans lequel pourtant ils étaient inéluctablement engagés. Alors, il y a deux indicateurs ou deux séries d'indicateurs qui montrent que cette prise de conscience n'est pas là. La première, c'est la mise en œuvre politique de l'accord, qui s'est surtout vécue sur un mode compétitif, avec l'idée que chacun pouvait tenir ses positions et que ça suffisait, que chacun pouvait éventuellement ou pas proposer un projet de société. Le FLNKS, le PALICA ont proposé des projets de société. De l'autre côté, on les attend un peu, les projets de société. On a surtout vu qu'on voulait conserver le lien avec la France, mais c'était à peu près le seul projet qui était proposé. On a pensé qu'on pouvait faire l'impasse sur certaines dimensions de l'accord. Et il suffit de penser que bien que tout le monde disait avec force l'accord, tout l'accord, mais rien que l'accord, en vérité, tout l'accord n'a pas été mené à terme. Et je veux attirer l'attention sur notamment tous les rendez-vous manqués au sein de cet accord qui, curieusement, apparaissent comme significatifs. C'est-à-dire, c'est toujours le moment où on essayait de penser le lien social et de le construire. C'est à ces moments-là que ça a grippé. C'est de façon assez extraordinaire. Par exemple, le schéma d'aménagement de développement de la Nouvelle-Calédonie, moi j'y tiens, j'étais partie prenante de ce schéma, a mis déjà 10 ans à enfin être mis en place, alors qu'il est constitutionnalisé, il était dans l'accord, et qu'il s'agissait de construire rien moins que un projet socio-économique d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire de donner à la Nouvelle-Calédonie les moyens de penser justement un projet commun. Et là, ça a été classé verticalement. Le projet sur l'école aussi, qui avait été élaboré par le gouvernement Gomez, classé verticalement. Les discussions qui ont été voulues, on a parlé tout à l'heure de la charte du peuple kanak, mais cette charte des valeurs kanak n'était pas seulement une charte qui avait pour but de parler du monde kanak. L'idée, c'était de susciter une discussion, un dialogue entre les composants de la société autour de ces valeurs. Le dialogue n'a pas eu lieu, pas plus d'ailleurs que le dialogue voulu par le même Sénat coutumier sur la jeunesse kanak et de dire comment on peut faire pour penser cette jeunesse dans la société avec les transformations. Il y avait un appel à cette... Tout ça a été systématiquement classé et on a maintenu l'idée que chacun pouvait avancer et qu'à un moment donné, il y en a un qui finirait par attraper l'autre. On a même dit d'ailleurs, c'est quasiment gagné, peu de temps avant les résultats, en disant 30-70, c'est réglé, les Kanaks ne seront plus indépendantistes, ce qui bien entendu relève d'une illusion mortifère. L'autre illusion, c'est l'illusion référendaire, en pensant qu'on pouvait prendre les oripeaux j'allais dire, de l'accord de Nouméa, sans se soucier du sens de l'accord de Nouméa. Qu'on pouvait régler le problème sans parler du projet de société, justement. Qu'on pouvait, dans le corps électoral actuel, dont on connaît les insuffisances, régler ce problème-là. Donc on est resté sur un accord sur les désaccords, sans chercher réellement à dénouer l'antagonisme qui fournit sa structure à la société calédonienne. Alors, au lendemain du 4 novembre,
on voit la situation, regain d'espoir du côté kanak, d'une possibilité en fait d'accéder à l'indépendance, et hébétude du côté dit loyaliste. Et la question est de s'interroger sur cette conjoncture d'une certaine manière. Est-ce qu'il s'agit d'une paralysie, d'un rappel, ou plutôt d'un rappel de la logique sociale de l'accord de Nouméa, qui est en fait une logique de sens. Certes, on va reconnaître que les interdépendances fonctionnelles existent aujourd'hui. Elles ont été accrues par les accords de Nouméa, mais que pour l'instant, on en reste toujours à cette espèce de clivage. En vérité, on voit bien qu'on est à un tournant. Et là, ce tournant, il est simple, il peut se mesurer de la manière suivante. Soit on va rester sur cette structure antagoniste qui constitue, je dirais, la structure sociale actuelle de la Nouvelle-Calédonie encore aujourd'hui, avec les tentations d'affrontement, de régression, l'idée de revenir d'une certaine manière sur l'ancien, ce qui a été dit d'ailleurs par un certain nombre de politiques, soit on va le regarder comme un électrochoc et espérer à partir de là un retour au sens même de l'accord de Nouméa. Alors quel est le sens même de l'accord de Nouméa et en quoi va-t-il travailler notre société? Le premier idée, c'est qu'on ne pourra pas prétendre par un seul processus électoral dans ce pays construire une société avant de définir les termes du référendum final, c'est-à-dire avant de faire un projet qui soit un projet sur lequel il y a un minimum de consensus dans ce pays. Ou alors, bien entendu, on aura l'indépendance, mais une indépendance qui sera mal vécue, même s'il y a des chances de gagner, mal vécue par une partie de la population. La question est donc de savoir si on peut avoir décolonisation et communauté de destin. Ce que je crois, parce qu'en vérité, les trois termes de l'accord de Nouméa ont souvent été traités séparément, alors qu'on ne peut pas les traiter séparément. Il y a trois dimensions dans l'accord de Nouméa: le rééquilibrage socio-économique, la communauté de destin et la décolonisation. Et il n'y aura pas de possibilité de véritable débat, parce que ces trois éléments font système d'une certaine manière. Elles affirment la cohérence, le sens de ce qu'est l'accord de Nouméa. Il n'y aura pas d'évolution sans qu'on aille à une prise en compte de la totalité du package que constitue l'accord de Nouméa. Il faut, pour cela, accepter, bien entendu, de discuter, ce qui est, à mon avis, aujourd'hui, la seule solution viable à l'intérieur de ce pays. Mais pour ça, il faut, bien entendu, ne pas se nourrir d'illusions. Par exemple, ne pas penser que, sous prétexte qu'il y a eu un accord politique, celui-ci est une sorte de transfert des droits à l'autodétermination du peuple kanak, le peuple colonisé, à la totalité du collège des citoyens calédoniens. Il n'y a aucune organisation internationale, et le peuple kanak lui-même, qui peut penser une chose pareille. Les droits à l'autodétermination du peuple kanak sont inaliénables, et tant qu'on n'aura pas eu une solution politique, il n'y aura pas de transfert de quoi que ce soit. La vérité, c'est que il y a une volonté du peuple kanak d'associer les autres communautés à la réflexion, et quand une main est tendue, a dit quelqu'un qui était dans la salle, il faut la prendre. Il faut bien entendu ne pas avoir d'interdit. Il faut ne pas craindre d'inventer un certain nombre de solutions, mais pour ça, il faut preuve d'imagination et accepter aussi de discuter avec l'autre, en se disant que pour les Calédoniens ou les gens qui sont aujourd'hui opposés à l'indépendance, on ne pourra pas prétendre construire une communauté de destin sur une injustice fondamentale. Le président Macron en disait il va falloir décoloniser, il a dit dans le Canard enchaîné maintenant, et il a repris l'idée de Rocard, il va falloir faire du rééquilibrage socio-économique. Et le rééquilibrage socio-économique, c'est important, puisque sinon la société, les classes sociales vont se tendre, mais d'une certaine manière, c'est pas la décolonisation. La décolonisation, c'est la mise c'est au point final au processus qui a consisté à retirer à un peuple
sa souveraineté, sa possibilité de vivre selon ses propres règles. Alors je ne dis pas que c'est facile, mais il ne peut pas y avoir de solution si ce problème n'est pas abordé et si on pense qu'on peut l'éviter. De même qu'on ne pourra pas avoir ici une décolonisation du côté canadien sans que, d'une certaine manière, le problème de la communauté de destin soit formulé et réellement aboutir à un projet de société, ce qui suppose, bien entendu, que n'est pas simplement des partis qui soient chacun de leur côté capables d'élaborer des projets, mais qu'on essaye de construire le projet collectivement. Donc voilà l'essentiel de ce que j'avais à dire. D'une certaine manière, il faut espérer, et c'est le pari que je fais, que d'une certaine manière, l'accord, en vérité, est en train de progresser. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer en ce moment va demander peut-être un peu de temps, mais que les gens vont se rendre compte qu'on a une lecture de l'accord de Nouméa qui était une lecture totalement partielle et qui manquait sans doute l'essentiel de ce qu'était cet accord. Et que les illusions qu'on a maintenues depuis 30 ans sont des illusions qu'il va falloir abandonner. Voilà. La Nouvelle-Calédonie doit aujourd'hui se mettre autour de la table. Et alors j'ai oublié une chose qui me paraît importante. Bien entendu, dans cette affaire-là, il va falloir mettre fin à une fiction qui est pourtant au cœur de l'accord de Nouméa. C'est la fiction que l'État français serait d'une certaine manière arbitre. C'est une fiction totale, pour une raison très simple, c'est que c'est l'État colonial. Et que dans l'état actuel des choses, il demande d'une certaine manière aux Calédoniens d'assumer l'enjeu de la décolonisation alors qu'il n'est pas le principal acteur de la colonisation. Et qu'il va bien falloir à un moment donné que l'État français prenne, je dirais, la responsabilité de mener jusqu'au bout ce processus dont il s'est montré le garant. Je vous rappelle, rééquilibrage socio-économique, communauté de destin et décolonisation. Pour ça, il faut que l'État français dise ce qu'il a envie de dire. On a parlé de la zone Indo-Pacifique, du développement. Mettons ça sur la table. Et essayons de voir, et n'ayons pas craint d'aménager. Tout à l'heure, Alexander disait, mettait en cause la vision de la souveraineté du type westphalien qui est là. Mais on peut inventer d'autres formes. On a montré qu'on pouvait distinguer dans ce pays nationalité et citoyenneté. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas imaginer des solutions. Ne nous enfermons pas dans des cadres institutionnels dont on pense qu'ils sont intangibles. On nous a dit, mais on ne peut pas discuter de l'indépendance partenariat parce que le partenariat ne sera discuté qu'après l'indépendance. Mais qui empêche de discuter du partenariat avant l'indépendance et de se poser la question ensuite, une fois qu'on sera arrivé à un consensus, de définir que, voilà, maintenant que ce partenariat-là, c'est ça qu'on va mettre en jeu dans le débat. Il est temps que cette conversation ait lieu, il est temps que le débat politique ait lieu, sans quoi, effectivement, les vieilles tentations, les vieux plis de la structure antagoniste de la société calédonienne risquent de reprendre le dessus. Merci beaucoup. Merci.